Bonsoir. En Algérie, y compris pour les observateurs les plus avertis, y compris pour des initiés très proches du sérail, c'est désormais cacophonie, brouillard et purée de pois. Dans une atmosphère de fin de règne, où l'improvisation l'emporte sur la prospective, le fumigène sur la transparence, les coups tordus sur le recours au droit, le contrôle du judiciaire sur une justice indépendante, la propagande sur l'information, la mythomanie présidentielle sur les statistiques et la désinformation la plus grossière érigée en propagande sur une information objective, sur une presse éthique. Autrement dit, pour ne pas rajouter de la confusion à la confusion, il ne manquait plus que l'apparition publique de la discorde entre les principaux décideurs. Il semble que ce soit désormais le cas. Divergence majeure sur le positionnement du pays dans les grandes questions à l'international, entre autres, notamment sur l'intrusion en force du chef de l'armée, M. Chenguereha, dans les affaires internationales les plus brûlantes, avec un discours sans nuance et qui est venu éclipser celui de la présidence sur l'affaire iranienne. Algérie, que se passe-t-il au sommet du pouvoir? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau nos amis Brahim Younsi, analyste politique, et Idir Unnoren, analyste politique aussi. Brahim Younsi, merci d'être des nôtres. Merci de m'inviter. Bonsoir aux téléspectateurs. Et je vous laisse présenter mon vis-à-vis que vous avez déjà présenté. Bien entendu. Notre ami Idir Unnoren, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Vous avez un sourire qui m'effraie ce soir. Ah, et le vôtre mais aussi. on fera avec. Je salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci, et merci beaucoup, pour votre invitation. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment au pays? On a l'impression qu'il y a comme une sorte de bisbille, comme on dit, entre le chef d'état-major, M. Chenguereha, et M. Tebboune, surtout avec cette affaire de Bohlen qui vient de débarquer sur la scène publique, celui de la fameuse Ibtissam, Madame Sieste, celui du fameux séminaire organisé par M. Chenguereha à Benimsous, centre militaire, le mess des officiers précédemment, et où il a tenu un discours absolument incroyable, celui de la visite du pape qui n'a pas été repris par la revue LG, celui de l'affaire Bohlen. Je passe sur tout le reste, je vous laisse nous dire l'un et l'autre votre sentiment de ce qui semble se passer au sommet du pouvoir. À l'évidence, il y a de l'eau dans le gaz, pour le moins qu'on puisse dire. Il y a vraiment de l'eau dans le gaz. Il y a ou une incompréhension entre le président, entre guillemets, de la République et le chef d'état-major, ministre de la Défense, en vérité, ou adjoint, ministre délégué au vice-ministre de la Défense. Les deux ont deux casquettes. Et c'est là où le bas blesse, si j'ose dire, c'est là où les querelles commencent. Oui. L'un joue sur le terrain des militaires en tant que ministre de la Défense, ayant un vice-ministre qui est le chef d'état-major. Et puis, il y a des espaces que l'on dépasse, d'un côté comme de l'autre.
aujourd'hui, on sent une crise profonde sur les espaces des uns et des autres. Oui. Il y a même un franchissement, absolument, semble-t-il, du chef d'état-major dans les prérogatives du chef de l'État, comme il y a eu des franchissements de surface de la part du chef de l'État dans ce qui est strictement militaire, oui. Alors que les fonctions sont réparties. Même s'il est ministre de la Défense, l'espace militaire appartient au chef d'état-major. Les dissensions semblent avoir commencé à apparaître au lendemain de la fameuse annonce de la présidence sur la révision technique de la Constitution, qui aurait été très mal vue par le haut commandement et suivie de la disparition de plusieurs jours de M. Chenguereha, que M. Boualem après a expliqué comme étant, lorsqu'ils se sont un peu rabibochés, comme étant une disparition pour une question de repos, alors que ce n'est pas le cas. Mais sinon, à partir de ce moment, pourquoi ça a dégénéré aussi vite ? On voit bien l'ingérence, d'une certaine manière, de l'armée à travers le dernier numéro de la revue El Jish, oui. Où c'est une embardée de l'état-major qui vraiment s'ingère dans tous les espaces, aussi bien politiques qu'économiques, pour s'octroyer d'ailleurs l'immunité, il parle d'immunité économique ou de consolidation économique, et tire la couverture vers l'armée qui a relancé l'économie algérienne. C'est un des leviers. Moi, je dirais que l'armée a repris, du moins par l'intermédiaire de M. Chenguereha, c'est lui qui a redéfini un petit peu les menaces. Ils en parlent. Ils parlent des menaces hybrides ou des menaces dans le cadre informationnel ou dans la cybersécurité. Et l'armée se positionne actuellement, moi je pense, et c'est dramatique parce que les politiques ne jouent pas le jeu, ils ne prennent pas la mesure de ce qui se passe, comme centre de production d'idées politiques. Vous voyez le discours celui qui s'est tenu au mois d'avril de M. Chenguereha, c'était un discours de très grande qualité. Celui de Benimsos. De Benimsos, voilà, oui. C'est un discours de chef d'État. Oui. En plus, dans le discours, il nous fait comprendre que à la fois la stabilité passe par l'armée, la sécurité passe par l'armée. De manière mécanique, il dit je suis là, vous gouvernez, moi je suis chargé de maintenir le système en place, d'établir les équilibres afin que le système puisse perdurer. Voilà sa seule fonction. Maintenant, même dans le discours narratif, il faut remarquer une chose, c'est qu'il ne me semble pas qu'on ait repris le discours des années 90. Je ne parle pas de la décennie noire. Il n'y a plus référence à la révolution algérienne. Il y a référence au Chouhada, oui. Évidemment. Le fonds mémoriel. Voilà. Il n'y a plus de référence au socialisme tel que pratiqué. Depuis longtemps déjà. Oui, mais dans l'étape actuelle des choses et dans la séquence que vivent nos concitoyens dans le pays, il serait bon qu'il y ait un peu de social en plus. Parce que l'armée, elle se situe au niveau politique, elle ne répond pas aux attentes encore des citoyens. Sera-t-elle obligée de le faire? C'est une question. Quand, où, comment, dans quelles conditions, on ne peut pas le savoir. Ce que je veux dire, elle ne s'occupe plus donc de choses basiques. Elle est productrice d'idées, elle est en train de produire une élite, que vous le vouliez ou non, par la qualité de ses écoles. Maintenant, comment va-t-elle reproduire, c'est une question chère à ton ami italien, comment va-t-elle produire ces élites, comment va-t-elle les coopter? Parce que se pose tout à l'heure, peut-être vous allez en parler, je suppose que vous êtes outillé de parler de l'avenir du duo Chenguereha-Tebboune. On pourra en parler oui, bien sûr, de l'avenir. Oui. Et dans le discours, il y a une innovation chez M. Chenguereha. Brahim l'a souligné, vous aussi vous l'avez souligné, c'est qu'il parle d'économie. Oui. C'est qu'il parle de menaces hybrides. Mais quand vous savez que c'est l'armée qui est chargée de produire ce type de discours, c'est qu'il y a un souci. Ce n'est pas à l'armée où nous avons quand même des compétences à l'extérieur civiles qui peuvent travailler en collaboration avec l'armée. Il n'y a pas de honte à le faire, bien au contraire, c'est pour le pays. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est un discours politique et c'est aux politiques à porter ce discours à la fois dans la société
et à la fois pour l'opinion publique internationale. Mais cette intrusion, Idir, cette intrusion du chef d'état-major, mais de façon absolument invasive, je dirais. Très invasive et très contrastée. Par exemple, quand vous prenez le style de l'expression verbale de M. Chengrehia, comme il appuie sur les qui moyens. est vraiment très fort. Il a une rythmique. Une rythmique, un prononcé, un vocabulaire très délicat, très raffiné. Quand vous comparez avec le style très démagogue, très populiste de M. Tebboune, très gestuel, avec le langage populaire. Populo, mais alors à un niveau. Et quand vous prenez celui de Chengrehia, qui est un discours très responsable, très raffiné, mais qu'en plus, sérieux, le contenu, et c'est là où le bas blesse côté Tebboune, quand le contenu du discours de M. Chengrehia est résolument, avec une grande détermination, éminemment politique, éminemment stratégique, éminemment diplomatique, éminemment ouvert sur le monde, et qui parle d'économie, de stratégie, de proximité. Il est clair que aujourd'hui, ça a quasiment été tout le temps l'armée qui produisait. Tout à fait. C'était toujours l'armée qui produisait, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan des idées. Parce que c'était elle qui était à la gouverne. Oui, mais elle l'est encore. Par proxy de façade. Oui, elle est encore. Une façade institutionnelle. Oui. Une façade institutionnelle. Ce n'est pas la façade civile. Hein. Oui. D'abord, parce qu'il s'adressait à l'étranger. Oui, voilà, elle l'est encore. Elle est encore productrice dans tous les domaines. Tout à fait. Productrice des idées, parce que c'est elle qui a pris les meilleurs cerveaux, il faut le dire, faut reconnaître. Ils ont écumé. Ils ont écumé les idées. Je ne crois pas, Je ne crois pas que la revue El Dish se serait faufilée sur le terrain économique si elle n'avait pas des données et des résultats qu'elle revendique. Oui. C'est une vraie revendication de dire c'est nous qui avons aidé à l'immunité économique de notre pays, de l'Algérie. Mais il y a une donnée que dans cet éditorial n'apparaît pas, c'est le travail. C'est le travail. La production, c'est le travail. C'est la création de richesses. La richesse, etc. Le travail n'apparaît pas. On ne refait pas le monde avec des slogans. Absolument. Et alors que nous savons que nous avons un taux de chômage qui est très élevé. Un taux d'intrants étrangers dans la production nationale d'une part. Des exportations qui sont très élevées. Non, pardon. Des importations qui sont très élevées et des exportations qui sont très faibles. Si l'on accepte les ressources pétrole, les ressources hydrauliques, hydrocarbures. Mais l'armée revendique un bilan. Oui. Revendique un bilan. Et y compris sur le plan géopolitique. La preuve, vous avez fait référence tous les deux tout à l'heure à ce qui a été le discours de Chengrehia dans cette conférence sur la géostratégie du pays. C'était véritablement de haut niveau. L'armée est en train de revendiquer tout ce qui lui paraît être une réussite. Oui. En plus des manœuvres militaires qu'elle entreprend. À balles réelles du côté de Béchar, qui est un signe évident de retour sur la scène. Ça augmente un peu la tension. Et pas seulement sur le terrain militaire. Les manœuvres militaires, il y en a eu pas mal. Il y en aura toujours. Et il y en a eu pas mal. Mais sur la gestion politique et économique du pays, l'armée, c'est par l'économie. C'est ingéré, s'ingère et va s'ingérer vraisemblablement, d'autant que, entre guillemets, il y a des élections très bientôt. Elle va avoir ses députés. La question, là vous suggérez une très très bonne question. Pourquoi, alors que jusqu'à très récemment, M. Tebboune et par conséquent son entourage était devenu l'homme fort par défaut. Il était devenu l'homme fort par défaut. D'abord, Gaïd Salah qui lui avait fait place nette, rappelez-vous, il a
envoyé quasiment tout le monde en prison. Tout ce qui pesait, un tant soit peu, une cinquantaine de généraux, les 2 premiers ministres, puis le 3e. Il a nettoyé les écuries. Il a nettoyé les écuries d'Ogia pour le compte de Tebboune. Oui. Et il lui avait en plus la politesse de mourir lui-même. Lui-même, oui, tout à fait. Et donc, M. Tebboune n'avait qu'à envoyer quelques autres en prison pour finir le travail. Et il était devenu l'homme fort par défaut, sauf pour ce qui est de la direction de la sécurité de l'armée. Parce que les services, ce que peut-être beaucoup de nos téléspectateurs ne savent pas, les services secrets algériens sont sous la coupe de l'armée. Ils sont constitués exclusivement d'agents militaires, y compris la direction de sécurité intérieure, direction de sécurité extérieure, que la présidence a pu mettre le grappin dessus. Ils l'ont récupéré, ils le faisaient gérer directement par la coordination au niveau de la présidence, y compris par Boualem, assisté par le fameux Haj Redouane. Et donc, jusqu'alors, M. Tebboune avait la haute main sur le vrai pouvoir, la réalité du pouvoir. Il était devenu l'homme fort par défaut. Qu'est-ce qui explique ce retournement de l'armée, depuis d'ailleurs l'annonce de la... comment on dit technique, comment ils disent la Constitution. De la révision constitutionnelle. Révision technique de la Constitution. Depuis cette annonce, tout semble avoir basculé et on assiste à une sorte de retour de l'influence militaire sur le champ politique directement et de façon quasi offensive. Je crois qu'on sent, je vais laisser mon ami dire parler, je crois qu'on sent des rivalités. Je crois Chengueria en particulier et l'armée ne veut pas d'un 3e mandat, donc triturer la Constitution, pour changer encore une fois la Constitution, pour donner la possibilité à Tebboune de se représenter pour un 3e mandat alors que la Constitution ne le permet pas. Et cela, j'allais presque dire, l'armée a raison d'empêcher que l'on triture encore la Constitution une énième fois, et pour en plus reconduire quelqu'un, parce que c'était une reconduction, reconduire quelqu'un qui va atteindre l'âge de 80 ans et plus, malade, etc., nous nous retrouverions dans la même situation qu'il y a 7-8 ans avec Abdelaziz Bouteflika. Et je crois qu'il faut dire les choses... Avec un AVC en moins. Avec l'AVC, oui, il peut arriver. Ça peut arriver. Et je crois que l'état-major aujourd'hui, ou le chef d'état-major, je pense qu'il a raison de ne pas mettre dans une situation, il faut, géopolitique, très tendue, effectivement. Il y a un autre terme qui ne sort pas, une situation anxiogène, hein, très sérieux, dans l'environnement immédiat qui est le nôtre, vers le sud. Partout, à toutes nos frontières. C'est dire que les enjeux sont extrêmement importants. Et préoccupants. L'armée, eh bien oui, il faut dire les choses, c'est aussi la mission, qu'on le veuille ou non. Hein, que le régime soit militaire ou pas, là, sur cette phase-là, l'armée joue son rôle. Mais elle est en position d'attente de la décision politique. Elle ne prend pas l'initiative. Pour le moment, non. J'ai un désaccord avec vous deux sur la fin, sur la suite. D'accord. C'était bien amené. Vu l'espace géostratégique et géopolitique de notre région, vu ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, et là on peut revenir sur les déclarations de M. Tebboune, si vous le permettez, plus tard. Vous l'avez souligné là-dessus, nous sommes dans un environnement qui est hyper anxiogène et hyper chrysogène. Il ne me semble pas, il faut leur prêter un minimum de responsabilité à entamer des rapports de force qui peuvent déstabiliser un petit peu le régime dans ses différentes composantes. Moi, je pense que le pouvoir et son état profond, donc notre intelligence, les services, etc., ont ce que j'ai appelé, moi, il y a plus de quinzaine d'années, peuvent arriver à une neutralité positive pour le moment, parce que l'enjeu du 3e mandat,
D'ailleurs, il faudra peut-être discuter tout à l'heure du fait qu'on lui ait posé la question dans son entrevue avec les 3 journalistes et qu'il n'a pas répondu. C'est un signe. C'est un signe. J'espère qu'on va trouver la voilà, vidéo dont parle... Donc, au vu de ce contexte géopolitique, je ne pense pas qu'il faille, là, aujourd'hui... rappelez un signe de quoi? De quoi, au juste la question qu'on lui avait posée sur le 3e mandat. Sur le 3e mandat, oui. Et il a refusé d'y répondre directement. Non, il a botté en touche. Il a botté en touche, il a parlé de je ne sais pas quoi. Oui. Voilà. Alors qu'il aurait pu répondre. Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les menaces, M. Chengheliha les a évoquées. Bon, d'accord. Mais très souvent, cette histoire de main extérieure et les menaces extérieures, sans nous préciser encore quelle est la nature, je reviens là-dessus, des menaces et qui menacent. Oui. Ça, c'est important. Et cet outil-là de menaces extérieures, c'est aussi pour stabiliser au vu de ce qui se passe, comme vous l'avez évoqué dans un petit moment, il y a un moment, ce qui se passe aussi dans notre région, en Méditerranée. Le fait qu'à un moment donné, bon, il y a la 6e flotte, elle a dû se déplacer, il y a le Charles de Gaulle qui est passé, il y a notre armée, notre marine qui est sur place, et c'est un climat de tension permanent, sans compter les Turcs, sans compter... Il y a beaucoup de tensions là en Méditerranée. Au Mali aussi, au Sahel. Oui, au Sahel aussi, on peut en parler. Donc cet outil de déstabilisation et de menace extérieure, c'est pour stabiliser un petit peu l'intérieur. Et même ceux qui veulent aller, à ce que vous disiez tout à l'heure, à des rapports de force qui seraient un peu plus, guillemets, je m'excuse, virils, non, c'est pas tout de suite, on peut attendre. Moi, j'ai toujours dit que Tebboune et Chengheliha avaient leur destin, M. Tebboune et M. Chengheliha, pardon, avaient leur destin lié. Si l'un tombait, l'autre tombe aussi. Je pense qu'il faut... parce que là, il faut revenir à l'institution militaire, parce que je ne pense pas que Chengheliha ait la capacité de décider tout seul. Oui. Il décide en fonction de son commandement, en fonction de ses forces. Des pressions exercées par le Oui, peu importe, oui, tout à fait. Arriver à la solution, et c'est celle-ci qui doit passer. Il semble que ce soit le cas après l'annonce d'une révision technique de la Constitution. Oui. Donc, il peut pas... On aurait rué dans les brancards. Donc, on personnalise, parce que c'est les deux tenants de 2 pôles différents. C'est pour ça qu'on dit M. Chengheliha et M. Tebboune. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'armée ne se contente plus d'être le garant du système et de la stabilité du système, à travers ce que dit M. Chengheliha, à travers... Il a parlé toi, tu dis, il n'a pas parlé de travail, mais là, j'ai noté un truc. Pardon. Il a dit la préparation des forces pour qu'elles soient opérationnelles, le plus opérationnelles possible, ce qui montrerait qu'on est un État fort dans un environnement instable. Et ça veut dire qu'il joue sur le côté stratégique, il joue sur la capacité d'anticipation, et surtout, il sort un petit peu, parce que sur les 3 volets, sur les 3 axes que tu as évoqués, il sort un petit peu de son rôle de protecteur tel que défini par la Constitution, pour être l'architecte pratiquement de la nouvelle politique, qu'elle soit idéologique, qu'elle soit stratégique ou qu'elle soit intellectuelle. Mais là, on voit que, moi personnellement, j'y vois comme une intrusion voulue. Ça veut dire qu'ils auraient pu, comme d'habitude, le faire affleurer, moucheter entre eux, en coulisses. Oui, tout à fait. Oui. Mais là, cette intrusion publique dans les prérogatives présidentielles, et non pas seulement une intrusion, mais une contre-offensive. Par exemple, quand M. Tebboune fait condamner par un communiqué des affaires étrangères l'agression iranienne, ça veut dire qu'il a été au bout du bout de l'outrance. Au lieu d'appeler les partis à trouver des solutions, il a parlé d'agression iranienne contre les frères, les pays frères. Lors de l'opération enlèvement de Maduro, qui était pourtant très proche de Tebboune, la volte-face a été ressentie comme quelque chose d'absolument extraordinaire, puisque non seulement il n'a rien dit, n'a pas condamné, mais l'APS, qui est dirigé directement par la présidence, en l'occurrence le directeur de la communication, M. Sidi Saïd, a parlé d'arrestation du président Maduro. Arrestation, comme si cela était tout à fait légal. Et puis, M. Chengheliha qui débarque lors d'un séminaire hautement stratégique, où tout le monde était présent, y compris des membres de la présidence les plus proches de Tebboune, qui ont été littéralement convoqués à y assister, et où M. Chengheliha tient
un langage vraiment présidentiel, où il appelle les partis à trouver des solutions à l'amiable, à discuter, à ne pas tomber dans le piège de l'intox général au niveau mondial. Mais Et là, ce qui vient compliquer, je vous laisserai la parole, je voulais juste mettre un peu le contexte. Et là, c'est la disparition de M. Boualem, que les réseaux liés à la présidence essayent de présenter comme un cas, somme toute, anodin, un cas de congé ou un cas d'hospitalisation, ce qui semble ne pas être le cas, parce que si c'était le cas, on nous l'aurait montré dans un lit d'hôpital pour faire taire la rumeur, pour faire taire la surenchère. On nous aurait à la limite montré, publié un message du président de la République à son plus proche collaborateur, des meilleurs vœux de rétablissement. Ce n'est pas le cas. Et où on comprend qu'ils sont en train d'essayer de se mettre d'accord pour étouffer un scandale qui pourrait éclabousser tout le monde. C'est ce que nous comprenons, à votre avis. C'est tellement opaque qu'on ne peut pas même insinuer une piste. Même pas de spéculation. Aucune. On ne peut pas spéculer. Il n'y a rien, il n'y a aucun élément qui puisse... D'autant que nous avons déjà vécu cela par le passé. Ces éléments que l'on nous donne qui sont tellement opaques que... Entouré de silence. Oui, c'est ça l'opacité aussi. Rien n'est clair dans le Mais il y a des moments où la spéculation devient un moyen de légitime défense. Oui, contourner la désinformation et le blackout. Mais cela peut aussi apporter de l'eau au moulin du pouvoir et du système. Et c'est toujours nourri de cela. Oui. Le système s'est toujours nourri de la rumeur publique. Au point de l'alimenter lui-même. C'est lui qui l'alimente en règle générale. Le problème, c'est que ce duel entre le chef d'état-major... Vous parlez de duel? Ah oui, un duel, c'est clair. On peut dire dualité? Non, un duel. D'accord. Un affrontement, autrement. Oui, tout à fait. À pleurer moucheté pour le moment. Pour le moment. Bon, non, c'est clair qu'il y a une sorte de rivalité. Moi, je pense que Chengueriha, pas seulement pense, mais ne veut pas que Tebboune change la Constitution, parce qu'ils étaient contre la révision constitutionnelle, et de faire ce que Bouteflika voulait faire. Oui. Et d'aller vers un troisième mandat. La Constitution l'autorise pour 2 mandats, ces mandats sont finis, et il ne doit pas jouer la troisième mi-temps. Il n'y a pas de troisième mi-temps pour l'armée. Et je suppose que Chengueriha ou l'armée, de façon l'état-major, a son candidat, d'ores et déjà. D'accord. Bon, c'est ce qui semble, hein, des rumeurs commencent à circuler. Voilà, absolument. Il y a des noms, il y a des rumeurs, etc. Je crois que le nœud gordien de la crise entre la présidence et l'état-major ou le chef d'état-major, c'est la prochaine élection présidentielle. Et vous pensez qu'il pourrait le laisser aller jusqu'à la fin de son mandat actuel? Au point où se développe les choses. Il y aurait crise. Il y aurait de toutes les façons une crise institutionnelle. C'est une crise majeure et ce n'est pas l'essentiel. Je ne pense pas sincèrement que l'état-major, que l'armée... On ne peut pas se permettre de faire une chose comme ça. Oui, mais s'il ne cherchait pas à le pousser vers la sortie, pourquoi c'est sorti du chef d'état-major maintenant? Il pourrait démissionner. L'armée s'inscrit dans un temps long. Elle ne se contente pas. Peut-être qu'elle veut l'inciter, comme vient de le dire Ibrahim, à la démission, à la démission, à rendre le tablier. Pour quelques raisons. Ça peut être, il peut le faire pour des raisons de santé. Voilà. Cela est arrivé. Ah non, si ça arrive pas pour des raisons de santé, là, c'est un autre débat. Je dis que ce soit un plan préétabli qui serait donc élaboré en coin de table ou entre 3, 4, 5 généraux. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout pour la bonne raison que l'armée ne peut pas... Pardon. Et dire, la question... Oui, non, tu termines. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne pense pas que ce soit ça. Parce que les rapports de force pour le prochain mandat, il y a un peu de marge. Il reste 2 ans et demi à peu près. Donc, les gens qui peuvent me dire aujourd'hui qu'on a le prochain candidat, chapeau. Je sais pas comment les gens peuvent le faire. Parce que j'avais dit tout à l'heure, n'oubliez pas une chose, c'est qu'ils sont atteints par la limite d'âge et même la biologie, c'est l'essence. Oui. Donc ce sera, et ce que je disais, on disait ça avec Ibrahim,
Je dis, moi, ce qui m'inquiète, c'est après, qui va suivre derrière? Ne serait-ce qu'en termes de chef militaire, ne serait-ce que dans le même système, parce que le système va perdurer. Ce ne sera pas des élections libres tant que l'opposition ne comprend pas quelque chose qu'elle doit préparer un bloc et d'aller de bloc à bloc discuter, présenter une alternative sérieuse. Juste, je termine, Monsieur Benchou, parce que tout ça est lié. Tout ça est lié. On ne peut pas isoler quelque chose sur un plan général, c'est-à-dire à la fois parler de cette dualité ou du duel entre l'armée et la présidence de la République. Moi, je ne vois pas où il y a duel. Il y a des discours, celui de mai particulièrement, qui est un discours stratégique, qui est un discours de chef d'État. Le deuxième, je l'ai survolé, donc je ne peux pas dire exactement, je crois que tu l'as lu infiniment mieux que moi, mais ce qu'il faudra reconnaître, c'est que l'armée, elle devient, comme j'ai dit tout à l'heure, l'architecte intellectuel et idéologique, et surtout l'architecte de la pensée stratégique. Vous pensez que l'institution de la présidente de la République est une grosse institution, c'est une institution civile. Ils sont obligés de trouver, et puis ça ferait mauvais genre de débarquer Tebboune ou peut-être pour trucs médicaux, là je vous rejoins tout à fait, mais pour qu'il y ait un scénario comme ça qui mettrait en péril la stabilité globale du pays, les populations de ce pays qui vivent un drame au niveau économique, au niveau financier, au niveau de l'éducation de leurs enfants, au niveau des universités. Alors non, je ne pense pas qu'ils prennent ce risque-là. Il y a un élément, oui, peut-être. Je donnerai la parole tout de suite à Ibrahim. Un élément qui vient battre en brèche votre thèse, qui est très raisonnable, très rationnel. C'est que cette armée, ou du moins le haut commandement qui constitue ce pouvoir qui lui reste potentiel, ce pouvoir potentiel qu'elle peut reconquérir en quelques jours, tout simplement en donnant un simple coup de sifflet. Cette armée, elle a des responsabilités. C'est elle qui a mis ce monsieur à la tête du pays, et c'est elle qui est en train d'assister à la débâcle, au naufrage du Titanic. Et cette armée qui est en train de regarder là, impuissante, cette descente aux enfers que personne n'aurait imaginé, cette mégalomanie débridée, cette mythomanie sans limite d'un chef de l'État qui ne maîtrise rien, sauf les grandes promesses en l'air, les faux chiffres. Cette armée pourrait dire « Non, j'ai la responsabilité aujourd'hui. De la même manière que je l'ai fait, ce monsieur, de la même manière, je ne vais pas faire un coup d'État, mais je vais mettre en place un climat qui puisse permettre de lui demander de partir à l'amiable. » Je pense que j'exprime un avis. Oui, non, bien évidemment, je ne conteste pas ça. Mais je dis que c'est relativement improbable ce type de scénario. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une société, la société algérienne est une société très clivante, là, actuellement. Elle est clivante pour d'infinies raisons. Comme je dis souvent, c'est une crise protéiforme. La crise de la nation, la crise de la démocratie, la crise des institutions, la crise financière, le dinar qui dégringole, la crise économique, la crise du logement, la crise du mouton. Ils ont vraiment, c'est vraiment l'impasse pour eux. Et croyez-moi, le peuple il pense plus au mouton de l'Aïd à 50 000 dinars qu'à justement, ça, et c'est l'un des points, malheureusement, de la crise. Mais je termine. J'entends ce que vous me dites, et je n'ai pas de souci là-dessus, mais par rapport à l'urgence et au contexte géopolitique que nous vivons, je pense qu'il faut avoir le sens de la responsabilité à un moment ou à un autre. Si on était au son du clairon, c'est-à-dire un environnement relativement stable à nos frontières, une crise moyen-orientale qui est un peu éloignée. Il y a de la reprise, on commence à avoir... Le son du violon, plutôt. Oui, on a une reprise comme ça, légèrement proactive de la diplomatie, encore, il faudra voir. Quand je vois sur le LG, beaucoup de grands chefs d'État sont venus en Algérie chercher, etc., etc. Nous sommes une grande nation. En fait, il y a eu Kagame, il y a eu M. Erdogan, il y a eu... Kais Saïd, il y a eu le monsieur de l'Angola, le président de l'Angola, le président du Tchad. C'est tout. On n'a jamais eu, à part Mélanie, pour des raisons stratégiques, parce qu'il faut qu'elle fasse fonctionner son industrie, pour les accords de gaz. On a eu le pape. Oui, et puis ça renvoie
à de très grosses questions. Mattei, c'est une relation, la Saipem, c'est une relation qui date depuis le début de l'indépendance et même avant pour M. Mattei. Donc c'est faux ce que dit l'armée là, dans l'éditorial d'El Djish. Moi je dis que pour le moment, ils sont peut-être en désaccord, mais les questions fondamentales, c'est l'armée qui les gère. Les questions d'ordre géopolitique, c'est l'armée. Moi je pense que l'armée laisse la présidente de la République gouverner, mais pour ce qui est des grosses questions, la relation avec le Maroc, la relation avec la Russie, la relation, la politique pétrolière, toutes ces questions-là, c'est l'état-major et les services de l'armée. Je ne dis pas ça que c'est un truc binaire, hein. Je dis que ça se fait comme ça en règle générale. Voilà. Pardon si j'étais long. En règle générale, il y a toujours des exceptions. Exactement. Donc, je crois qu'il faut bien voir les exceptions plutôt que la règle générale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exceptions. Et des ruptures se produisent, et pas seulement dans des systèmes comme le nôtre. Les ruptures se produisent, y compris dans les pays démocratiques. Je pense qu'en France, il y a une rupture. Il y a une rupture en France. Sur le plan institutionnel, entre la présidence de la République et tout le reste. Oui. D'accord. Et tout le reste. En attendant la rupture annoncée. Oui, bon. Oui. Et il y a des ruptures. Il y a des ruptures, y compris aux États-Unis. Oui. Le Trump d'avant n'est plus le Trump d'aujourd'hui. Il ne peut plus décider comme il le décidait avant, même s'il fait le matamor. Et en Algérie, c'est exactement la même chose. Je crois que Tebboune a fait son temps. Il a fait son temps, il ne sert plus l'armée. Moi, je n'ai pas dit ça, qu'il n'a pas fait son temps. Non, mais en règle générale. Je ne te prête pas le mot. La précision s'imposait. Non. Tebboune a fait son temps. Et il met l'armée dans une situation difficile. Et l'armée en a conscience, d'où le discours de la dernière fois de Chingriha. Il met l'armée dans une position extrêmement difficile. Et il gêne le travail de l'armée dans une situation belligène. Une situation dans une situation belligène. De guerre. Oh non, je n'avais pas entendu, pardon. Ouais. C'est dire que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et Tebboune n'a pas conscience, me semble-t-il, n'a pas conscience. On a vu à travers les entretiens qu'il a donnés, le dernier entretien qu'il a donné à la presse. C'était d'une indigence. Alors que la situation à l'intérieur et à l'extérieur est d'une déstabilisation que nous, de mon point de vue, que nous n'avions pas connue auparavant. Le système qu'ils veulent protéger. Malgré l'embellie financière. Et oui, justement, parce qu'ils avaient toute la possibilité de colmater certaines les brèches, etc., de donner à manger, entre guillemets, à la population, etc. Tout en donnant de faux chiffres, notamment sur la question du chômage, sur la question, etc. Oui. Parce que le chômage... il atteint des proportions absolument hallucinantes. D'une part, surtout que on ne compte pas certains, nous, on n'est pas comptés, parce que nous ne demandons pas de l'emploi en Algérie. Toute l'immigration qui est là algérienne doit être comptée dans les statistiques, qu'on le veuille ou non. Ils sont 200-300 000 au minimum. Oui. Mais on ne tient pas compte de tous ces chiffres-là qui vont augmenter le taux du chômage à 35-40%. C'est dire que la situation de l'Algérie... Et puis, il faut le dire, il y a une déstabilisation, qu'on le veuille ou non, par l'environnement. Oui. L'environnement déstabilise la politique intérieure et, je suppose, pas seulement je suppose, l'armée est inquiète de ce point de vue-là. Avec ce qui se passe au Mali, la question touareg est éminemment déstabilisante. Oui. Éminemment déstabilisante. Ça, parce qu'il y a un irrédentisme qui va faire tache d'huile. Et c'est pour ça, Ibrahim, merci d'avoir amené ce sujet, que dans l'affaire de la crise malienne, de l'attaque de ce binôme absolument improbable,
Hein, Entre le Moujim et le FLA. Absolument. Oui. L'attaque contre les autorités maliennes, la neutralisation de l'Afrique Corse, oui. le silence incompréhensible de la Turquie, l'absence d'autres puissances régionales et cette prise j'allais dire, d'espace immense de façon fulgurante. Et c'est pour ça qu'on se pose la question. L'Algérie était donc soit au courant et donc avait la main à la pâte, soit elle n'était pas au courant. Et dans l'un cas ou dans l'autre, si elle était au courant et qu'elle avait la main à la pâte, elle aurait provoqué quelque chose qui pourrait se retourner contre elle demain, dans un demain proche. Ça veut dire parce qu'il y a le problème Touareg qui risque de flamber. Oui. Dans son ensemble. Tout à fait, oui, bien sûr, sur 5 pays. Absolument. 5 pays, oui. Et le Burkina Faso aussi. Oui, le Burkina Faso, Oui. le Niger, Le la Mali, Libye. La Libye, La Libye. la Mauritanie. La Mauritanie, oui, bien sûr. Un peu moins, tous ces Un pays-là. peu moins, mais ceux la qu'a Libye. cité M. Benchenouf, oui, je pense, le Niger, Mali, et Oui. le reste, c'est l'essentiel. Et le problème, c'est que si elle ne savait pas, l'autre thèse qui est très improbable, c'est encore plus grave. Pour un pays qui avait la haute main sur le renseignement subsaharien et subsahélien, qui avait la haute main sur la manipulation du terrorisme, qui avait la haute main sur la corruption des chefs d'État environnants, et qui ne soit pas au courant d'une telle opération De déstabilisation. Moi, je suis intimement convaincu qu'ils étaient au courant. Et qu'ils ont même été, pour moi, enfin dans mon analyse personnelle. Mais il y a un nouveau partenaire, si j'ose dire, Oui. qui perturbe les enjeux. Tous les enjeux, c'est les États-Unis. Tant que Trump est là, tous les enjeux sont perturbés. Il a la tête ailleurs. Attendez, par rapport à ça, au moment et juste après, justement, ce qu'a décrit M. Benchenouf sur la situation au Mali, en présentant ça dans un large contexte, on recevait à la fois l'Africacom américain et on recevait le sous-secrétaire d'État américain. Donc l'une carrément militaire, puisque dans notre discours habituel, on disait que, comme a dit Bourhadoum, je pense, M. Bourhadoum, pour les États-Unis, l'horizon est infini. Oui, tout à fait. Donc, pas de limite. relations sécuritaires. La seule limite est le ciel. Voilà. Merci, vous avez plus de mémoire que moi, bravo. Donc, ce n'est pas simplement sécuritaire, c'est aussi militaire. Donc, c'est deux choses différentes. Oui. Les échanges de renseignements par les agences et le côté militaire. Est-ce que c'est lié aussi à l'affaire du Sahara occidental ? Probablement. Comment les Américains vont négocier avec les Algériens ? Est-ce que les Algériens ont réussi à avoir une espèce de neutralité sur ce qui va se passer au Mali, ou du moins au nord au Mali ? Il faut dire aussi que il y avait à peu près 450 à 500 militaires de l'ex-Wagner, donc de l'Afrique Corse. Ils ont dû probablement négocier. Est-ce que la Russie, parce qu'il faut le dire, l'Afrique Corse est organiquement liée au ministère de la Défense nationale. C'est plus Wagner. Ah oui. C'est paramilitaire désormais. Il se pourrait qu'il y ait des mercenaires à l'intérieur. Mais ça reste une organisation paramilitaire. Oui, mais c'est pas une milice. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont rattachés organiquement à l'armée, à l'armée rouge, donc au ministère de la Défense. Donc ça engage la Russie. Oui. Et il n'est pas bon d'être allié de la Russie ces jours-ci. Regardez ce qui s'est passé avec Maduro. Regardez ce qui s'est passé avec Bachar al-Assad. Regardez ce qui se passe en Iran. Mais en Iran, c'est plutôt positif. Non, en Iran, je veux dire, je parle déjà d'un point de vue politique. Il y a eu des communiqués très timides du Kremlin. Lavrov ne s'est pas du tout exprimé. Je pense que M. Poutine a dû s'exprimer, mais de manière très tiède. Voilà, je voudrais terminer parce que c'est passionnant. Alors, comme on a... M. Ibrahim, j'ai quelques questions. De toutes les façons, Alger colle les États-Unis et se décolle de la Russie et de la Chine. Oui. C'est-à-dire que ces partenaires traditionnels, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de relations. Ni ses voisins, ni son environnement. Alors, quelques questions que je vais vous poser comme ça, vite, je vous demanderai d'y répondre assez rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, l'affaire l'édito d'Elgige qui ne dit pas un mot sur la visite du pape, alors que monsieur, comment il s'appelle, le président Tebboune, on a fait quelque chose de... Alors, l'autre, donc, l'idéologie, l'autre, Boualem, c'est quoi à votre avis? Et enfin, troisième sujet qui est en train
empoisonné l'atmosphère politique en Algérie, l'affaire de Mme Ibtissam Hamlaoui, que certains appellent maintenant Epstein. Sur l'affaire Epstein, c'est un scandale. Elle a manipulé les textes organiques du Croissant Rouge. Elle a refait le Congrès, elle a nommé tous les gens qui lui étaient favorables, elle a écarté les gens qui ne pouvaient pas voter pour elle. Et elle a tenu ce congrès et elle s'est faite réélire dans une ambiance de scandale absolument inédite jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur ces points, à votre choix, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Moi, j'ai juste... Il nous reste quelques minutes seulement. Moi, je vais revenir... Je passe sur ces questions-là. Moi, sur certaines, je n'ai pas de commentaires du tout, vraiment, sur Madame du Croissant Rouge algérien. Sur Madame Machin, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais revenir sur quelque chose, c'est que la montée un peu comme ça, la montée de M. Chengueliha au créneau, parce que c'est 2 discours en un mois, pratiquement moins d'un mois. Et ces 2 discours, il faut attendre maintenant. Est-ce que ça va s'accompagner de réformes politiques ou pas? Donc c'est la question. Oui. C'est la question. Mais je vous rejoins, M. Benchenou, je rejoins Brahim aussi, c'est que ça crée des tensions structurelles. Comment vont-elles être gérées? Je n'en sais rien pour le moment, mais voilà. Elles seront indéniablement, elles seront digérées. Digérées. Oui, elles seront digérées. Ça, c'est clair. Parce qu'ils ne peuvent pas, comment dirais-je, scier la branche sur laquelle ils sont tous les deux assis, parce que c'est la même branche. Ils sont nombreux à être assis sur cette branche. Voilà. C'est clair. Sur le reste, je crois que Tebboune n'a plus de marge de manœuvre, n'a plus de marge de manœuvre, d'autant que, me semble-t-il, il va faire une faute stratégique, c'est de se rendre en Allemagne, après-demain. C'est une visite d'État qui était prévue déjà pour la fin de l'année dernière. Oui, mais pourquoi il fait une bêtise? Parce que, tout simplement, il se coltine maintenant avec tous ceux, et vous avez parlé... Ça n'a pas aggravé la crise avec la Russie, hein. Non, pas seulement avec la Russie, mais aussi la question de la Palestine, la question de l'Iran, la question... C'est-à-dire qu'il se décolle de tous les partenaires stratégiques, notamment l'Iran, et pour recoller à des pays... qui ont manifesté une hostilité à notre égard. Alors, on vient de me dire à l'oreillette juste une information qu'un envoyé de la Syrie a été du ministère... Le ministre des Affaires étrangères syrien a été reçu au Maroc et qu'il avait une déclaration pour rejoindre la thèse marocaine sur le Sahara. Donc, encore un adversaire pour mais je veux dire que c'était d'une clarté pour moi. Depuis le début, oui. Ben, ça vient d'être annoncé. D'autant que le chef de l'État, par ses conseillers successifs, a tout fait, ne serait-ce qu'au sommet d'Alger, pour réintégrer la Syrie au sein de la Ligue arabe, je veux dire. Mais la diplomatie est faite de ce genre de... C'est des injonctions qui lui ont été faites par les États-Unis, par Israël. Oui, Israël. Golani était aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Oui, absolument. Il a été reçu par Trump. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant, que Chengueliha sait qu'ils sont très liés, lui et Tebboune, que si l'un tombe, il entraîne l'autre dans sa chute. Est-ce que ce ne serait pas ça, justement, qui ferait bouger M. Chengueliha, qui serait conscient de cette situation et qui se dit « Ah, mais il va tomber, moi je ne vais pas tomber avec lui ». Donc, autant déclarer mes intentions dès maintenant, de me dissocier de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Donc, de ne pas assumer tout le bilan qui a été fait depuis 2019 à aujourd'hui. Ce serait difficile. Moi, je ne vois pas si Tebboune tombe. Tebboune peut décider d'un trait de plume, de limoger le chef d'état-major. Vous pensez que ça pourrait se faire? Il ne le fera pas. Il a constitutionnellement le droit. Il a ce pouvoir. Oui, mais c'est un droit qui reste très théorique. Non, mais je suis d'accord. Mais si le haut commandement ne marche pas, il ne pourra pas. Tebboune est un aventurier. Tebboune est un aventurier. Il peut le faire à un moment ou à un autre. Je crois qu'il n'a pas un équilibre. Alors, il nous reste 2 minutes sur Boualem.
Quel est votre C'est une avis? énigme. C'est une énigme que personne ne pourra résoudre. Toutes les hypothèses peuvent être. Et pourquoi, en attendant, pourquoi il ne nous livre pas une information, par exemple? Il est malade, il est en congé. Est-ce que parce qu'un autre clan au sein du système ne veut pas que ça passe comme ça? Oui, non, mais ça s'est passé comme ça depuis des décennies, des décennies. Oui, mais là, ça ne se passe pas. Non. On a rendu public, c'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure, moi je n'étais pas au courant, je ne sais pas si tu l'as été toi, on a rendu public qu'il y avait un remplaçant par intérim. Oui. Ce qui laisse supposer une de vos thèses qui pourrait... Parce que généralement, on ne dit pas à l'intérim, ça ne se rend pas public au niveau de la présidence de la République. Mais ils auraient pu dire parce que ça fragilise. À d'autres fonctions. Non, même pas. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il a été remplacé parce qu'il est absent. Donc probablement, quand c'est pour un mois, il n'y a pas trop de soucis parce que la machine, elle fonctionne. Oui. Si on a placé quelqu'un par intérim, ça veut dire qu'il est soit, je ne sais pas, soit gravement malade, ce que je ne souhaite pas pour n'importe qui par ailleurs, ou alors c'est qu'il y a un véritable problème. Mais on me dit à l'oreille qu'il n'y a pas d'intérim officiellement. On dit que c'est une information qui ne soit pas avérée. Pourtant, elle a été annoncée. Par où? J'ai toute la presse algérienne. Toute la presse. D'accord. Si elle a été annoncée, ça prend une toute autre forme. Ah oui. S'il part pour un congé, pour une convalescence, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'ils ont dit convalescence ou... Non. S'il part, c'est des hypothèses. Puisqu'il n'y a rien, on ne sait pas. C'est des hypothèses. On ne va pas dire, comme Brahim l'a lu, on ne va pas dire que ce monsieur a été remplacé. Par intérim, ça veut dire qu'il y a problème. Oui. Si l'information s'avère juste. Voilà. Si elle s'avère juste, parce que même, on a vu le nom, tout le monde le connaît, Morad. C'est Morad qui le remplace. L'ancien ministre de l'Intérieur. Voilà. Ça c'est pas. C'est un costaud de M. Tebboune. Oui. Voilà. Donc probablement. C'est ce qui a été annoncé, c'est M. Morad. Ah, mais j'avais lu ça. Je ne retiens plus rien. Merci, mes chers amis. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Bonne soirée à vous.